Si on se souvient, au cours des dernières émissions, nous avons discuté de la définition d'un proche aidant. On a abordé le thème « Se reconnaître comme proche aidant » et quel est notre rôle. On a aussi abordé un thème qui semble important, c'est celui de demander de l'aide. Et enfin, on a abordé la reconnaissance gouvernementale du proche aidant, qu'est-ce que ça pourrait donner et les informations qu'on a livrées l'ont été livrées à partir des organismes, à partir de personnes qui sont impliquées dans Port-Neuf. Et on a aussi décrit les services qui étaient disponibles dans Port-Neuf. On a pensé organiser une table ronde qui va mettre en présence des gens qui ont accepté de partager avec nous leur expérience de proche aidant. Cette émission va sûrement vous aider à compléter l'information qu'on vous a déjà livrée et on va aussi viser comme objectif de briser peut-être l'isolement qui est peut-être propre aux proches aidants qui œuvrent au jour le jour là, près de leurs personnes aidées. Alors, je m'empresse tout de suite de vous présenter 5 personnes de Port-Neuf qui ont accepté de venir partager avec nous leur expérience. Alors, je vous présente d'abord Mme Lucille Fortin. Bonsoir. Bonsoir. Mme Lise Dion. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean-Guy Jobin. Bonsoir. Mme Esther Leblanc. Bonsoir. Et Mme Solange Fortin. Bonsoir. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Je crois qu'on nous aurons une belle discussion. Et sans plus tarder, je m'empresse de commencer à demander à Mme Lucille Fortin, ça a été quoi son expérience là, de proche aidante? Premièrement, moi, j'ai hésité beaucoup avant de demander de l'aide parce que je n'étais pas au courant Qu'il existait de l'aide. qu'il existait de l'aide. Bon. Et vous vous êtes occupé... De mon mari. Bon. Et pendant combien de temps? 4 ans avant d'avoir de l'aide. 4 ans avant d'avoir de l'aide. Oui. Alors, on retient cette situation-là. On va peut-être voir tout à l'heure là, que ça va nous servir. Vous, Mme Dion, votre situation de proche aidante peut se qualifier comment? Moi, c'est mon mari. Il a eu un diagnostic d'Alzheimer à 59 ans. Je l'ai gardé à la maison durant 4 ans et maintenant, il est en centre d'hébergement. Alors, votre mari avait 59 ans. 59 ans, oui. Bon. Vous, M. Jobin, votre expérience proche aidant, c'est? C'est moi, mon expérience, c'est que j'ai trouvé ma femme tombée en bas de son lit, elle avait fait un ACV. Ah bon? Puis elle avait commencé à faire de l'Alzheimer 1 an avant, un petit peu, là, posait plusieurs questions par jour. Et puis, elle est obligée de rester dans un centre de CHSLD, là. Ça ne peut pas revenir à la maison. Bon. Vous vous êtes occupé d'elle à la maison pendant combien de temps? Oh, moi, quand elle est allée, elle a fait son ACV, ça a été direct à un CHSLD. L'hôpital, puis après ça, un CHSLD. Mais j'ose penser que vous l'avez accompagnée, même si elle était au CHSLD. Ça fait 32 mois, monsieur, puis je vois 3 fois par semaine. Bon. Alors, on retient ça, on va en reparler. Madame Leblanc, Madame Esther Leblanc, vous, votre expérience, c'est? Actuellement, c'est ma mère qui vit avec moi dans un appartement et elle a 102 ans. Elle a 102 ans? Elle a 102 ans. Et ça fait au moins 10 à 12 ans que je m'occupe d'elle. Au début, bien sûr, c'était progressif. Je ne me considérais pas proche aidante. Mais depuis 6 ans qu'elle habite avec moi, là, c'est vraiment une relation de proche aidant. Et ça demande de plus en plus. Parce que plus elle vieillit, moi, je peux la laisser seule et ainsi de suite. Alors, on revient aussi sur ce cas-là. Vous, Madame Solange Fortin, votre expérience de proche aidante, c'est? Oui. J'avais déjà eu une expérience avec mon frère qui avait un cancer en phase terminale.
Je l'ai gardé jusqu'à la fin à la maison. Et puis maintenant, c'est au tour de ma mère, qui a 92 ans, qui est en perte d'autonomie depuis 1 an. Ah bon, et vous vous occupez d'elle. Est-ce qu'elle demeure avec vous? Oui, ou- elle demeure avec moi, ça fait 5 ans. Bon, Et puis, elle est en perte d'autonomie seulement depuis 1 an. bon. Mais tout ça nous amène à aborder la fameuse question, vue de votre expérience. Pour vous, c'est quoi être proche aidant par rapport aux proches que vous aidez? Pas qui veut briser la glace, là? Je pourrais commencer. Bien, c'est certain qu'être proche aidant, c'est mettre sa vie entre parenthèses pour pouvoir s'occuper d'une personne qu'on aime, qu'on veut lui consacrer du temps. Comme ma mère à 92 ans, c'est certain que, j'espère qu'elle va vivre jusqu'à 102 ans comme la mère de madame, c'est certain. Mhm. Mais pour essayer d'adoucir un peu ces derniers jours. Donc, pour vous, là, l'engagement que vous avez pris, c'est un engagement qui est en relation là, avec Oui. mère-fille. Oui. Et évidemment, c'est avec les personnes qu'on aime. C'est ça. Et bon. Est-ce que dans le rôle de proche aidant, dans le rôle ou dans la définition de ce qu'est un proche aidant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose? Oui, M. Jobin? C'est de vivre tout seul. Puis là, faire le travail qu'il faut faire à la maison, là. C'est OK. ça qui a été là, le plus difficile pour moi. Puis de la laisser là au centre. Quand je vais la voir, puis je reviens chez moi, là, c'est de la laisser là tout seul au centre. Seul. Ça, c'est pas drôle. C'est quoi, t'arrives à la maison, t'es tout seul. Bon. T'es pas là. Donc, ça implique pour vous des conditions de vie différentes. Mais présentement, là, quel rôle vous jouez auprès de votre conjointe? Le rôle que je joue dans le moment, c'est d'aller la voir. OK. L'accompagner. L'accompagner là-dedans, dans sa maladie. C'est le seul rôle que je joue. Oui. Oui, Mme Leblanc, vous voulez ajouter? J'ajouterais, moi, que on pense souvent que la proche aidante ou le proche aidant, il peut se fier sur de l'aide de ses proches, des frères, des sœurs, Dans mon cas, je suis fille unique. Ah bon? Alors, ça rend encore plus lourd l'approche. J'ai pas de choix. Je l'ai accepté, je l'ai assumé, mais je peux pas dire, mon frère ou ma sœur va prendre la relève pendant un certain temps. On va partager ensemble cette dimension-là. Je l'assume vraiment toute seule. Puis ça, je trouve ça lourd. Donc, moi, ça m'amène... Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Fortin? C'est qu'au début, on ne pense pas d'être un proche aidant parce que c'est notre mari. Ah bon? Mais du 20... Donc, la définition de proche aidant comme telle, faut l'entendre de l'extérieur Oui. un peu, parce que quand on est dans une relation avec son mari et qu'on s'en occupe, on ne voit pas la nécessité de se définir comme proche aidant. Non, c'est seulement qu'avec le temps, c'est du 24 heures sur 24, là. Mais oui, Moi, Mme Dion. contrairement aux autres personnes ici, je me suis reconnue tout de suite comme proche aidante. Ah oui? Oui, je me suis dit, dès que j'ai su le diagnostic, je me suis dit, il faut que je l'accompagne dans sa maladie. Évidemment, il y a tous les deuils à vivre jour après jour, mais je suis allée chercher de l'aide directement à la Société d'Alzheimer. Je suis allée faire une formation. 2-3 jours après d'avoir reçu le diagnostic, j'ai téléphoné à la Société d'Alzheimer. Donc, Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui existait de ce côté-là, qu'il y avait de la formation, puis qu'il y avait des ateliers pour les personnes malades. pour les autres participants à notre panel, le fait, là, on s'est dit là, qu'on ne s'est pas reconnu tout de suite comme proche aidant, contrairement à votre expérience. Est-ce que ça aurait été utile dans le début de votre relation aidant-aidé d'avoir plus d'informations sur le rôle que vous auriez à jouer, que vous auriez eu de la formation? Monsieur Jobin?
C'est drôle comment c'est arrivé chez nous. Moi, il y a un de mes amis qui me dit un an ou deux avant, il dit « Jean-Guy, il dit, on part les prochains aidants de la région de Port-Neuf, on part un groupe pour ça. Puis il dit, tu aimerais ça que tu sois avec nous autres sur le comité. » Fait que j'ai embarqué là-dedans. Parce qu'il dit, ta femme, elle commence à faire de l'Alzheimer, puis ça va être important pour toi. Puis quand c'est arrivé, cette affaire-là, ben, j'étais au courant que je savais où aller pour trouver les ressources. Donc, là, vraiment, c'était correct. Tu sais, j'aimais ça parce que je savais où aller. J'ai pas eu besoin de courir ici et là. Pour les autres, est-ce que c'est la même chose? Non, moi, c'est très différent. Ça faisait 1 an que je cherchais, je questionnais le système, le CLSC. J'avais pas vraiment d'endroit et de ressources. Et un jour, en lisant le journal, je vois un petit encart sur les proches aidants, l'association de proches aidants, en relation avec le répit. Et c'était la subvention donnée pour du répit à domicile. Et là, j'ai dit, enfin, je trouve une réponse, parce que ça, c'était un besoin. Donc, j'ai appelé à l'association et depuis, je me suis impliquée et de plus en plus. Mais c'est un hasard qui m'a amené à trouver ça. Puis ça faisait au moins 6 mois que je cherchais. Alors, en 2008, mon conjoint a eu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Je me doutais depuis 2 ans à peu près, mais tant qu'on n'a pas le diagnostic, on n'est pas certain de rien et on espère toujours. On a pris notre retraite quand même assez jeune. Mon mari a maintenant 64 ans. Il a eu son diagnostic à 59 ans. On prévoyait faire une retraite, faire des voyages, profiter de nos petits-enfants et profiter de la vie également, faire des petites sorties, des activités, voir des amis. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Alors, ce sont des deuils qu'on doit faire à tous les jours, des deuils de ses capacités cognitives, le deuil de perdre son permis de conduire, le deuil d'aller souper avec des amis parce qu'évidemment, il devait se coucher très tôt étant donné la fatigue qui l'accablait. Alors, c'est pas nécessairement une vie que j'espérais. C'est sûr que j'ai trouvé ça très difficile. Les activités, les soupers au restaurant, il n'y en était plus question. Il y a plusieurs personnes de notre entourage qu'on n'a pas vues depuis quelques années. Les gens, au début, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'empathie. Mais par contre, on a vu au fil des années qui se sont éloignés. J'ai trouvé ça quand même, comme je l'ai dit, encore très difficile. Mon mari a été à la maison durant 4 ans et en janvier dernier, j'ai dû le placer par la force des choses en centre d'hébergement. Évidemment, l'adaptation a été assez difficile parce qu'étant donné son jeune âge, il n'a que 64 ans, il est avec des personnes de 80 ans et plus. Donc, l'adaptation a été aussi difficile pour moi de le voir avec des personnes qui sont plus démunies physiquement. Lui, physiquement, il est quand même en forme, mais c'est au point de vue cognitif, je vous dirais qu'il est pratiquement à la même égalité, sinon plus que les autres résidents qui sont dans ce centre d'hébergement. Donc, on peut penser que la série d'émissions qu'on est à compléter pourra éventuellement servir à des personnes qui sont chez elles actuellement et qui ne se sont pas encore définies comme proches aidants. Donc, on continue. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Fortin? C'est que moi, c'est une amie qui m'a invité à aller au souper des proches aidants. Ah oui? Parce que je savais même pas que ça existait. De toute façon, je n'avais pas cherché non plus. Puis là, j'ai trouvé réponse. Et ça nous amène peut-être à toucher un autre point qui semble être partagé par plusieurs proches aidants. D'abord, c'est celui de se reconnaître comme proche aidant. Est-ce que vous partagez là, cette petite affirmation où on dit c'est difficile de se reconnaître comme proche aidant puis de demander de l'aide? Oui. Comment vous réagissez? Oui, c'est
très difficile parce qu'on se dit toujours, je suis capable. Jusqu'à temps que tu deviennes épuisé. Et rendu à l'épuisement, là, vous... Oui, le rouge. Mais ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est que quand vous êtes épuisé, mais encore là, on ne sait pas trop où s'adresser, Non. j'imagine, pour avoir de l'aide. Non. N'est-ce pas? Est-ce que c'est une expérience que vous avez partagée, ça? Oui. Oui, parce que là, quand on m'a amené au souper, j'ai vu que j'étais pas seule dans ce cas-là. Puis j'ai rencontré des ressources. Et là, ça a été la Oui, ça a été le différence. début de... C'est ça. Les soupers des proches aidants, ça aide beaucoup les gens à se renseigner. On a des conférencières qui viennent OK. et puis qui disent quel chemin prendre pour ces personnes-là. Ça fait que c'est très intéressant. C'est ça. C'est intéressant de savoir qu'il y a une association, parce que je ne le savais pas. Même, je ne le savais pas. J'ai resté surprise quand vous m'en avez parlé tout à l'heure. C'est certain, moi, comme Mme Fortin, je passe de superwoman à super fatiguée. Puis là, je m'en vais d'urgence au CLSC pour demander de l'aide parce que je voyais la vie complètement... J'étais déboussolée, complètement déboussolée. c'est Complètement certain. dépassé. Oui, par à les bout de événements, ressources. c'est ça. Puis c'est là qu'on nous met au courant. Hein? Oui. Parce que quand on est capable de venir dans des soupers comme ça, tous les gens communiquent ensemble et puis on a les ressources là, pour aller s'informer. Et puis il ne faut pas attendre que les deux, on soit malades. Parce qu'à ce moment-là, ça devient grave. Donc, ce que vous semblez dire, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, c'est que l'étincelle qui vous amène à vous reconnaître comme proche aidant et aussi aller demander de l'aide, c'est quand vous vivez une situation là, d'épuisement, d'épuisement. à bout de ressources. Oui. Mais à partir de votre expérience, là, est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire autrement? C'est-à-dire de ne pas attendre que vous soyez rendu au bout du rouleau, selon l'expression, là, hein, avant de demander de l'aide. Oui, si je l'avais su au début, je l'aurais demandé tout de suite. Parce que j'aurais pas attendu. C'était du 24 heures sur 24. On a beau avoir des enfants, mais ils sont pas toujours là. Et dans une situation où, vous demeurez à la maison, vous êtes de plus en plus accaparé par votre rôle, le rôle que vous décidez de vous donner. Vous n'êtes pas trop au courant s'il y a de l'aide qui existe. Est-ce que pour vous, c'est important que votre environnement immédiat connaisse votre situation? Dans un témoignage qui a été amené à un moment donné, on disait le voisinage peut, à un moment donné, nous aider aussi. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça, que vos voisins sachent un peu dans quelle situation vous êtes et aussi la personne que vous aidez. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit à mes voisins, je l'ai dit à mon entourage, je l'ai dit à mes amis, que mon mari était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et je me suis dit, un jour, s'il se perd, plus il va y avoir de gens qui vont le connaître, plus j'ai de chances qu'il le ramène à la maison aussi. OK. Puis, je vivais très bien, très, très bien avec ça. J'avais aucune gêne. Je me sentais très à l'aise. Je me disais, c'est une maladie, il n'est pas responsable. Donc, en tout cas, je trouvais que j'allais peut-être être mieux supportée en le disant aux personnes de mon entourage. De votre entourage? Effectivement, oui. Et Moi, j'aimerais ajouter que j'ai été chanceux d'avoir mes frères et sœurs. On est donc, 10 la enfants famille dans la immédiate, famille. là. OK. Puis après ça a passé aux proches aidants. Les proches aidants, je rencontrais des gens, puis ça me faisait du bien. Parce que je pense que si j'avais pas eu ça, je ne serais pas ici ce matin pour vous en parler, ce soir pour vous en parler. Donc, la solidarité familiale, le voisinage, c'est aussi important. Ah, c'est très important. Puis, il faut pas hésiter là, à en parler. Moi, Demander de l'aide dès le début. Moi, je l'ai fait avant d'être épuisée, justement. Je me rendais compte que la tâche que j'avais acceptée allait devenir de plus en plus lourde. Et j'ai profité de toutes les tribunes, de toutes les occasions qui m'ont été données pour signaler le besoin d'avoir... moi, ça a été surtout au niveau du répit. Ne pas prendre de vacances
Moi qui étais une rôdeuse, qui aimait voyager, faire des grands voyages et tout ça, j'avais tout mis ça entre parenthèses. Puis, maman est en très bonne santé, lucide. Alors, je voyais que maman est partie pour vivre jusqu'à 105, 106, 110 peut-être, si elle n'a pas de chute ou d'accident quelconque. Alors, je me suis dit, il faut absolument que je fasse moi-même une démarche, que je signale mes besoins. J'ai commencé par ma famille immédiate, mes enfants, parce que je n'ai pas de frères et sœurs, mais mes enfants, mes amis proches, les gens avec qui j'étais. Et lors d'une fête, justement, du 100e anniversaire de maman, où on a réuni pour l'occasion au-dessus de 125 personnes, lorsque j'ai remercié ces gens-là d'être venus, je leur ai parlé de ce besoin. D'avoir de l'aide. Et j'ai arrivé avec des choses très concrètes. Une petite vacance d'une fin de semaine, que je puisse partir et que maman soit bien avec des gens qu'elle connaît puis qu'elle aime et que moi, je ne sois pas inquiète. Ma mère, qui est âgée de 92 ans, demeure avec moi. Et puis, c'est tout récent qu'elle est en perte d'autonomie parce qu'avant, elle était très en forme. Elle était autonome dans tous ses besoins, autant physiques. Elle prenait son bain toute seule, elle pouvait se servir à manger, même elle aimait cuisiner, nous faire encore ses bons petits plats puis sa bonne tourtière du Lac-Saint-Jean. Fait que c'est certain que suite à une entorse lombaire, sa dégénérescence s'est accentuée terriblement jusqu'au jour où j'ai été épuisée puis je me suis rendue au CLSC. Puis même là, je ne savais pas encore qu'est-ce que j'avais besoin. C'est moi-même qui aurait dû être pris en charge sur tous les aspects. J'étais complètement épuisée. Je ne dormais plus, tout ça. Puis là, quand les services sont arrivés, j'avais de la difficulté à identifier mes besoins. Puis c'est ça que j'aimerais vous parler, donner l'expérience que c'est important de bien cibler nos besoins puis à mesure les écrire. Parce que quand on est proche aidant, puis tout, jour et nuit, on veille à... Ma mère, elle a fait des chutes, puis ça a été difficile pour moi parce que je me disais, c'est sans doute de ma faute. Si ma mère fait une chute, c'est parce que je ne suis pas là pour être continuellement avec. Oui, c'est certain que moi, personnellement, il ne faut pas que je m'oublie dans tout ça pour être heureuse, pour continuer dans mes projets. J'ai toujours j'ai été une personne qui aime beaucoup être active. J'aime faire de la courte pointe, j'aime coudre, j'aime faire toutes sortes de choses aussi manuellement. Puis ces besoins-là, pour moi, ne sont pas comblés. Puis c'est certain qu'avoir une personne ressource qui pourrait venir, pas simplement pour pouvoir sortir quelquefois, mais pour pouvoir consacrer aux choses que j'aime, avoir quelqu'un à domicile, c'est ça que je trouve le plus difficile à demander. Ma famille demeure à l'extérieur. C'est certain que j'ai une belle aide de mon frère, mais quand il a fait 2h30 de route pour venir m'aider, c'est certain que j'hésite à demander de l'aide. Mais je trouve que c'est important de pouvoir accepter l'aide qui nous est offerte pour un répit. En ce moment, ma mère elle a un répit une fois par mois au CHSLD. Puis là, ma semaine, j'en profite au maximum. Ça fait que c'est important d'accepter l'aide qu'on peut nous offrir, de ne pas hésiter à accepter l'aide. Mais est-ce que c'est la situation là, qui est partagée? Parce que il n'y a pas... demander de l'aide, je sais que pour les gars, c'est un peu plus difficile que pour les femmes, demander de l'aide, mais il n'y a pas là un signe d'échec d'être obligé de demander de l'aide. Oui. Comment vous réagissez à ça? C'est certain. C'est certain que pour moi, je le prenais comme ça, que c'est un signe d'échec. Puis mon frère il me disait, bien, n'importe quand, tu peux nous appeler. Comme seulement que quand j'amenais ma mère à l'hôpital, pour pouvoir, bien souvent, elle prenait l'ambulance pour aller, mais
c'était nos propres moyens pour la revenir. OK. Puis mon mari aussi, mon mari aussi a eu des pontages, puis lui-même, il a beaucoup de difficultés. C'est certain que demander de l'aide, c'est terrible. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas attendre qu'on soit au bord de l'épuisement, mais il faut connaître les ressources qu'on a aussi. On ne le sait pas. On va y revenir sur les ressources, mais donc, demander de l'aide, ça peut être un signe d'échec, mais il faut quand même passer par-dessus ça. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose, Mme Fortin? J'ai toujours peur de déranger C'est ça. les gens. Ah bon? Disons, moi, j'ai une belle-sœur qui est toujours prête, qui est toujours là pour nous. Puis j'ai des voisins, très bons voisins aussi. Mais j'hésite toujours parce que j'ai toujours peur de déranger. Puis ce ne sera pas le cas, là. Je sais qu'elle le ferait avec plaisir, là. Est-ce que c'est partagé par d'autres? Moi, oui. c'est... Attendez, Mme Dion? C'est la même chose pour moi. J'y pensais 2 fois avant d'appeler mes belles-sœurs ou des amis. J'avais peur de déranger, mais là, je me disais, bon, il faut ce qu'il faut. J'ai un rendez-vous ou, bon, c'est important qu'il ne soit pas seul. Mais les gens me disaient, dis-nous, demande-nous. Nous, on veut t'aider, mais on ne sait pas quoi faire. Alors là, je pense que la meilleure chose, c'est de dire, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ah bon? Alors, toi, tu es prête à faire quoi? À garder, à l'amener prendre une marche, à faire quoi au juste? Je pense que c'est la bonne phrase, la bonne question à poser à ceux qui veulent aider, évidemment, là. Mme Leblanc, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, je ne l'ai jamais vécu comme un sentiment d'échec. J'avais identifié un besoin et j'ai cru important de faire ma petite recherche et de trouver une réponse à ce besoin. Et un exemple très concret, il y a 2 mois, mon frère est en phase terminale d'un cancer en Gaspésie et je voulais être auprès de lui. J'ai envoyé des courriels à mes ressources. Et bon. j'ai fait le tour des personnes qui m'avaient dit si tu as besoin ou quelque chose. Il y en avait 2 qui étaient encore en Floride. Il y en avait une autre qui se préparait pour un voyage en Europe. Et j'ai eu les réponses des 3. Moi, je pourrais y aller de telle date à telle date. Moi, de telle date à telle date. Et c'est ainsi que j'ai pu, à 3 reprises, laisser maman avec des personnes fiables et partir et être au chevet de mon frère lorsqu'il est décédé. Là, vous venez de dire aussi une autre chose. Vous avez demandé de l'aide, vous avez utilisé les moyens technologiques d'aujourd'hui, des courriels, mais vous avez dit aussi que c'est important d'être capable de se fier à la personne qui va venir vous... Oui. Ça, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est facile de trouver des gens sur qui vous allez pouvoir vous fier pour vous remplacer ou vous donner du répit? Oui, ce serait facile, mais d'en avoir des gens comme ça. Mais personnellement, là, je me demande, est-ce qu'il va être bien? Est-ce qu'il va manquer de quelque chose? Il n'osera peut-être pas demander. Ah bon, la personne aidée, là, est-ce qu'elle va être en bonne relation avec cette personne-là qui vient Oui. vous remplacer? Donc, c'est un souci que vous avez. Oui, toujours une inquiétude, là. Toujours une inquiétude. Moi, je me disais, il faut faire confiance. Il faut que je fasse confiance, sinon je vais être épuisée. Puis déjà, je l'étais pas mal. Même que j'ai fait affaire avec Baluchon Alzheimer. La personne est venue chez nous 4 jours pour le garder à la maison. Je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Je me suis dit, il faut que je fasse confiance à cette personne-là et à la grâce de Dieu. Ça s'est super bien passé. Ça s'est bien passé. Oui. Parce que les proches aidants, dans la région, nous autres, quand la personne va venir pour un souper avec nous autres, puis elle n'est pas capable de trouver de gardienne, on va s'occuper d'en trouver une qui est spécialisée pour garder sa personne. Donc, dans les... Là, vous parlez de l'Association des proches aidants de Portneuf. Lorsqu'il y a une activité puis la personne ne veut pas y aller, donc vous êtes en aide. On peut l'aider à trouver quelqu'un pour venir... Et cette personne-là, on peut se fier dessus. Oui, monsieur. C'est une personne qui est capable de faire ce travail. Le travail. Oui. Bon. Est-ce que c'est une personne bénévole? Est-ce que ça dépend? Ça peut arriver que c'est du bénévolat, puis ça peut arriver qu'on soit obligé de donner des sous pour ça.